ella le cantará una canción. Tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón. Ça m'arrange beaucoup cette petite vidéo parce que ça va me permettre de faire un petit peu gagner du temps sur mon intervention. Je ne vais pas être très long. Je vais d'abord me présenter quand même, peut-être que vous sachiez un peu qui vous parle, sans aucune prétention. Moi, je suis un professeur de lycée dans le nord de la France, en SVT, ça qu'on dit comme ça aussi en Tunisie, biologie des sciences de la vie et de la Terre. Je suis également militant dans une organisation en France qui s'appelle France-Cuba, qui est assez connue, qui est assez développée et qui milite en particulier contre l'embargo qui est pratiqué par les États-Unis depuis 1962 dans cette île. J'appartiens aussi à un cercle qui s'appelle le Cercle Henri Barbusse et qui produit des brochures de type politique, qui ont une certaine dimension politique, dont l'une d'entre elles, l'année dernière, portait le nom l'écologie réelle à la lumière du marxisme. Donc, je vais quand même donner une certaine connotation politique à cette intervention, dans le sens où derrière la question qui est posée dans le titre de cette conférence, Cuba, pourquoi ça marche, l'agriculture biologique, il y a deux questions qui sont cachées derrière et qui ont une forte connotation politique. La première, ce serait de poser la question pourquoi est-ce qu'on ne dit pas au-delà du cercle des militants qui s'intéressent à la question cubaine, pourquoi ça n'est pas plus connu dans les autres pays, en particulier dans le Sud, dans les pays du Sud. Et l'autre question, c'est une question qui est tout aussi intéressante à mon avis et qui mérite qu'on introduise le propos avec ça, en fait, c'est pourquoi jusqu'à un certain point, ça ne marche pas dans d'autres pays, l'agriculture biologique. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas en France? C'est le cas qui m'intéresse, que je connais le plus, mais j'imagine qu'en Tunisie ça ne va pas être très très différent. Pourquoi ça ne marche pas dans des pays qui sont des pays comme la France très industrialisés, qui sont dominés par un modèle de type capitaliste et qui donc sont à la recherche de ce qu'on appelle le profit maximal, immédiat, de court terme, et qui donc restent dominés par l'agriculture qu'on appelle l'agriculture intensive, évidemment, même si le bio existe en France comme en Tunisie. Alors je voulais peut-être montrer quelques images, je ne sais pas si... Je vais peut-être changer de place, mais oui. Ce sera mieux. Pour illustrer un peu ces quelques images, je vais prendre le cas français, parce que dans un certain sens, c'est intéressant de voir la contradiction qui existe en France dans ce qu'on appelle le marché du bio. En fait, il y a deux sortes de bio en France. Il y a un bio qui répond réellement aux nombreux principes de ce qu'on appelle l'agroécologie, et qui est un bio produit dans des petites fermes, des petits îlots, dans un océan d'agriculture intensive. En général, en France, c'est comme ça que ça se passe, et qui produit effectivement des marchandises dont le prix est très élevé et qui concerne en particulier une clientèle, disons, bourgeoise ou petite bourgeoise, puisque le reste de la population, disons, n'a pas accès à ce type de marchandises. Donc il existe effectivement du vrai bio en France, mais c'est très marginal. Très marginal. Et c'est ça le problème, puisque je disais tout à l'heure, l'un des premiers principes de l'agroécologie, c'est à la fois de respecter l'environnement et de nourrir la population, ce qui n'est évidemment pas le cas pour ce type de produits agricoles. Et l'autre forme de bio qu'on connaît mieux, c'est ce qu'on appelle le bio low cost. Alors qu'est-ce que c'est le bio low cost? C'est un peu les images que j'ai mises ici, c'est-à-dire en fait de l'agriculture biologique ramenée à sa plus simple expression. Quand on veut définir ce que c'est que l'agriculture bio, c'est une agriculture qui tout simplement se passe de pesticides et d'engrais chimiques. C'est la définition la plus simple qu'on puisse donner. Or, quand il s'agit d'appliquer ça dans un système qui est toujours à la recherche de profit, le low cost, c'est ce qu'on va trouver dans les supermarchés, à un prix qui est légèrement, il y a un petit surprix par rapport aux aliments de base, mais disons, ça reste quand même, ça devient un peu accessible à plus de monde dans le supermarché. Et ces produits, en réalité, pour la plupart, sont des productions qu'on appelle hors sol. J'imagine que vous connaissez ça en tant qu'étudiant en agroalimentaire. La production hors sol, c'est le fait de produire effectivement en donnant aux plantes, donc en retirant le sol. Donc on ne s'intéresse plus du tout à la question de la restauration
des propriétés, enfin de la fertilité intrinsèque des sols cultivés. Et on fournit une solution qui est enrichie en sels minéraux, etc., à des bacs qui sont produits comme ça, sous des serres. Vous voyez, ça se passe sous des serres. Donc vous imaginez la consommation énergétique énorme que ça peut susciter. On est dans un non-sens de ce que je pourrais appeler l'agriculture bio, quand on réfléchit un peu, quand on a là-dessus. La culture hors sol, c'est donc finalement une sorte de transposition dans l'esprit des agronomes de l'ancienne génération, disons, qui étaient des agrochimistes fervents de l'agriculture intensive et qui ne se souciaient absolument pas de la vie du sol, qui est devenu maintenant quelque chose de central. La vie du sol, qui parle de biologie, puisque je suis prof de biologie, je vais prêcher pour ma paroisse, on était dans un système d'agrochimie, c'est-à-dire on se préoccupait avant tout de savoir quels étaient les sels minéraux qu'on allait donner aux plantes, mais absolument pas de la pérennité des sols sur le long terme, ce qui est assuré par toutes les formes de vie qu'on peut trouver dans le sol, la faune et la flore, les champignons, je ne vais pas détailler, donc ce sera peut-être le cas de ma collègue qui va en dire plus. Mais donc cette vie est évidemment fondamentale et au centre de ce qu'on appelle l'agriculture agroécologique. C'est un non-sens de faire ces cultures hors sol parce que on ne parle pas du sol et donc on retranspose finalement dans une sorte de législation collatérale à l'agriculture intensive quelque chose qui ne revient pas à la question de pourquoi les sols sont usés, sont épuisés, y compris en France. On ne cherche qu'à produire des marchandises qui sont à la mode, parce que c'est pour ça qu'on les achète. Le consommateur est rarement au courant de la façon dont on les produit. Alors, vous aurez compris dans ces deux sortes de production bio, je vais venir tout de suite à Cuba, mais je pense que c'était important de rappeler ça. On a ici une contradiction entre nourrir tout le monde et puis nourrir avec avec les vrais principes de l'agroécologie, ce qui reste très marginal chez nous. À Cuba, la contradiction en fait, entre ces deux formes a été, semble-t-il, résolue. Et c'est ça qui fait du cas Cuba un cas très intéressant, puisque... il y a un problème. D'accord. À Cuba, il en va tout autrement. Je vais essayer de développer certains points sans rentrer trop dans les détails. En commençant peut-être, avant d'expliquer pourquoi ça marche, d'expliquer déjà pourquoi, d'expliquer déjà quels sont les résultats. J'ai choisi quelques dates pour introduire un peu cette partie qui me semble importante parce qu'elle est trop peu connue. Je vous donne des dates qui sont comment dire, assez récentes finalement. Vous savez que l'agriculture bio à Cuba n'est pas si ancienne, elle date principalement de ce qu'on appelle la période spéciale en temps de paix, c'est comme ça que ça s'appelait à Cuba, c'est-à-dire au moment de l'effondrement du partenaire soviétique avec qui effectivement on pratiquait déjà eux-mêmes l'agriculture intensive de façon massive, hein, presque autant d'ailleurs que les pays industrialisés. Mais on y reviendra, c'est important aussi de lutter contre certaines idées préconçues. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, on attribuait ces succès de l'agroécologie, non pas au modèle cubain, au système juridique, économique et politique de Cuba, mais plutôt à une conjoncture, disons, liée à l'effondrement du partenaire, enfin de l'Union soviétique. Hein. En fait, il y a un peu de ça, évidemment, ils ont changé de modèle agricole pour ces raisons, mais il y avait aussi dans leur histoire des éléments qui pouvaient laisser croire que ces politiques étaient déjà préméditées d'une certaine façon, et que les succès sont directement, je vais essayer de le montrer tout à l'heure, liés à un cadre juridique et économique qui permet ce genre de succès. Alors vous voyez ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un peu, en 2006, vous avez une organisation qui est très connue à l'échelle mondiale, qui s'appelle la WWF, et qui indique que Cuba est le seul pays à avoir atteint le stade du développement durable. Il faut bien s'entendre sur ce que c'est que le développement durable. J'ai essayé de trouver un graphique qui nous montre ça. Vous voyez ici par exemple, vous avez Cuba qui se trouve dans un coin un petit peu isolé ici, entre deux principes très importants qui sont d'une part l'IDH, l'indice
de développement humain, c'est-à-dire en fait les conditions de vie des habitants, l'espérance de vie, enfin toute une série de principes. Vous voyez que Cuba se situe presque aussi haut que les pays les plus industrialisés du monde que vous voyez sur la partie gauche du graphique. Et en même temps, la spécificité de ce pays est de se situer dans les pays qui ont la plus faible empreinte écologique, c'est-à-dire qui, pour résumer un peu les choses, a l'impact sur l'environnement le moins important. Ce qui est directement lié évidemment à la pratique agroécologique. Alors, par contre, je ne suis pas spécialiste. Voilà, vous avez encore d'autres dates, alors je ne vais pas toutes les citer, mais il me semble que c'est important donc de rappeler, enfin d'expliquer un certain nombre de termes. En 2008, vous avez une organisation de l'ONU, le PNUD, qui déclare que Cuba est un exemple à suivre en matière d'agriculture urbaine et périurbaine, vous en avez entendu parler tout à l'heure, qui est un modèle très intéressant dans le sens où il est assez peu connu dans le reste du monde, mais qui résout d'une certaine façon une contradiction très ancienne dans le modèle agricole civilisationnel qui est la contradiction entre les villes et les campagnes. Il faut savoir qu'à Cuba, il y a un peu comme dans d'autres pays d'Amérique latine, la plupart des Cubains sont des citadins. Il y a 75% des Cubains qui habitent dans les villes. Et le principal problème, évidemment, à partir du moment où vous avez une crise alimentaire comme celle qui a eu lieu en 1990, le problème était de savoir comment on va nourrir 75% de la population avec une paysannerie qui est finalement très réduite. Et la solution qui a été trouvée quasiment spontanément, c'est le fait d'utiliser toutes les surfaces utiles à l'intérieur des villes, urbaines et périurbaines, c'est-à-dire aussi dans les agglomérations, pour commencer à produire des aliments sous la forme de petites coopératives. C'est-à-dire, en fait, quand je dis coopératives, ce ne sont pas des propriétés privées, c'est bien un modèle qu'on appelle socialiste en réalité, et qui reste lié au système cubain tel qu'il a été défini depuis la révolution cubaine en 1959. On a aussi une date importante en 2010. Vous avez aussi un agronome cubain qui reçoit le prix Goldman, dont on nous dit qu'il est le prix Nobel vert, qui est décerné d'ailleurs aux États-Unis, donc Humberto Ríos Labrada, qui est un agronome assez connu dans l'île, qui n'a d'ailleurs pas pu aller chercher son prix à Cuba parce qu'il n'a pas eu de visa, sur doute de la raison pour laquelle il n'a pas eu, enfin, pour son plan de développement des banques de semences locales dans l'agriculture cubaine. On a dans les principes de l'agroécologie, non seulement il faut préserver la fertilité et l'intégrité des sols cultivés, mais la deuxième partie, évidemment, c'est quelles sont les semences qui vont être utilisées dans tel ou tel type de sol. Et là, en fait, le problème qu'ont la majorité des paysans dans le monde, qui sont sous le coup de la pression de l'agro-business, de Monsanto et d'autres grandes multinationales, c'est de ne pouvoir cultiver que des graines, enfin que des semences qui sont dans le catalogue, on va dire. Dans le catalogue qui est permis. En dehors de ce catalogue, même en France, si les petits permaculteurs commencent à utiliser des semences hors catalogue, comment dire, peuvent avoir des amendes, peuvent avoir des procès-verbaux pour ça. Donc là, c'est un point important aussi des succès de l'agriculture cubaine. En 2012, la même FAO, donc l'Organisation des Nations Unies, indique des mesures prises par Cuba dans la mise à jour de son modèle économique en vue de la réalisation de la souveraineté alimentaire peut devenir un exemple à suivre pour l'humanité. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est évidemment la raison pour laquelle Cuba a mené ses politiques agroécologiques, puisque en réalité, comme le disait d'ailleurs la vidéo, c'est pas pour préserver l'environnement dans un premier temps qu'on a appliqué ces politiques, mais bien pour nourrir la population. Il faut savoir que Cuba ne déroge pas à la règle qui s'applique à beaucoup de pays, y compris, j'imagine, en Tunisie, qui est une politique de production à l'exportation, souvent sous forme de monoculture, c'est-à-dire on va produire massivement un type de produit. Donc à Cuba, c'était principalement la canne à sucre, et en échange, le partenaire soviétique fournissait des denrées alimentaires plus ou moins diversifiées pour nourrir la population. Donc de ce point de vue-là, Cuba ne fait que commencer à devenir autosuffisant de ce point de vue. Et c'est quand même important de le souligner.
puisque l'indépendance nationale est un des mots d'ordre les plus importants quand il s'agit de lutter contre l'impérialisme. L'impérialisme, comment dire, états-unien, il s'agit de Cuba, mais l'impérialisme, ici, il y a d'autres formes, y compris européen. Dans tous les cas, l'indépendance nationale repose sur des principes dont le premier est quand même d'alimenter soi-même sa propre population, on ne dépend de personne d'autre. Et enfin, peut-être ça peut paraître anecdotique, mais c'est important aussi de rappeler, parmi les succès qui ont été notés à l'échelle internationale, en 2014, on a une production de miel qui a été record cette année-là, et qui montre qu'à Cuba, les populations d'abeilles, qui pollinisent donc les plantes, y compris dans les écosystèmes, eh bien, sont les seuls à recommencer à se développer, alors que dans la majeure partie des pays du monde, vous avez des populations d'abeilles qui déclinent sous le coup des pesticides et des engrais chimiques qui détruisent évidemment les insectes ravageurs, mais aussi toute forme d'insectes, de toute façon, y compris les abeilles. Donc, on nous dit que les ruches cubaines produisent presque 2 fois plus que les ruches françaises. Ce chiffre-là, c'est quand même important de souligner. Voilà pour les quelques résultats. Je vous en dirai peut-être quelques mots si vous me posez des questions là-dessus tout à l'heure. J'en viens à ce qui me paraît essentiel dans le cas de Cuba, et ça, je sors un peu du domaine politique et je suis bien obligé de parler de façon plus large du cadre politique et économique qui permet ces succès. Parce que c'est ça la vraie question finalement. À Cuba, on n'a rien inventé concrètement. L'agroécologie existe depuis longtemps. Elle est pratiquée dans de très nombreux pays, y compris en Tunisie, y compris en France. Par contre, le fait d'avoir résolu la contradiction de vendre à la totalité de la population, en particulier dans les villes, une production de qualité, c'est-à-dire qui a du goût. Quand on mange des tomates bio dans les supermarchés près de chez moi, ça n'a aucun goût, c'est vraiment pas bon. Hein, c'est un peu plus cher, c'est pas bon. Et en plus, on voit que ça ne respecte pas l'environnement. Chez les Cubains, vous avez des points de vente de produits locaux, il n'y a pas de transport ni de dépenses énergétiques associées à cette production. Vous avez du goût et vous avez surtout des prix qui sont fixes parce qu'ils sont maintenus par l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit dans les pratiques agroécologiques, parce que le plus souvent, c'est quand même des produits qui sont très chers et inaccessibles. Il y a 3 dimensions là-dedans. Alors, j'espère que je n'ai pas trop parlé, je vais pas regarder le vidéo. Il reste encore 15 minutes. Ça va? Bon. Trois aspects qui me paraissent importants de rappeler, mais je vais essayer d'être bref. Voilà. D'abord, l'aspect historique. Vous avez entendu que le début de l'agriculture biologique à Cuba date de à peu près 20 ans, 30 ans, et qu'auparavant, depuis la révolution cubaine en 1959, c'est surtout l'agriculture intensive qui a prévalu. Mais dans cette période, il y a quand même quelques éléments à rappeler qui peuvent intéresser ceux qui croient que c'est à partir de 90 et pour des raisons d'obligation, au pied du mur, qu'on a été obligé de changer de modèle agricole. C'est un petit peu plus compliqué que ça, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est le fait que dans l'histoire de la révolution cubaine, la protection de l'environnement, aussi bizarre que ça paraisse, a été au centre des débats depuis les années 60. C'est-à-dire que dans les premiers congrès du Parti communiste cubain, on mettait la question de la protection de l'environnement à l'ordre du jour, ce qui était assez inédit dans l'histoire du Parti communiste en général, du camp, ce qu'on appelle le camp socialiste, mais aussi dans le reste du monde. Ce n'était pas vraiment une question centrale à l'époque, même si elle est devenue importante dans tous les pays aujourd'hui. On dit d'ailleurs, vous savez que c'est le cinquantenaire, enfin vous savez où je vous l'apprends, c'est le cinquantenaire de la mort du ministre de l'industrie, de la production industrielle de l'époque, vous connaissez sous le nom de Che Guevara, et qui en 1960, au moment du mouvement des non-alignés, des pays non-alignés qui voulaient la décolonisation, eh bien, se voulait être un dirigeant qui s'adressait aux pays du Nord en disant 2 choses. D'abord que le partenariat avec le camp socialiste était une donnée quasi obligatoire pour les pays qui sont faibles face à l'impérialisme, mais qu'en même temps, il fallait que pour l'Union soviétique, le coût devait exister, c'est-à-dire que ça devait avoir un coût de développer l'indépendance nationale des pays du Sud. Ce qui n'a pas été le cas, il faut bien l'avouer, puisque c'est bien l'Union soviétique qui a
qui a presque imposé au modèle cubain de développer une agriculture intensive pendant toutes ces années, jusque dans les années 90. À ce titre, il faut quand même préciser une chose aussi du côté de l'Union soviétique, c'est que ce modèle d'agriculture intensive n'est pas né à l'intérieur de l'Union soviétique, il a été calqué sur le modèle américain lui-même de l'époque, après-guerre, par le début des années, disons, les années Khrouchtchev, qui était contemporaine de la révolution cubaine. Évidemment, dans ce contexte-là, Cuba a été quasiment, voilà, a été dans le sillage de ce mouvement de développement de l'agriculture intensive, mais ça n'est pas une idée qui est intrinsèquement une idée des systèmes socialistes dans leur globalité. Deuxième idée importante, je ne vais pas donner trop de détails, mais qui me paraît quand même important de rappeler par rapport à cette période, qui va des années 60 jusqu'aux années 80, c'est qu'il s'agit d'une période où effectivement on a détruit l'environnement jusqu'à un certain point à Cuba, on a pratiqué l'agriculture intensive, mais l'effet collatéral de ce point négatif a quand même été le développement du système cubain jusqu'à un certain point. Et ce développement a été lui-même le promoteur de certains succès que vous connaissez aussi peut-être à Cuba par ailleurs, qui est celui du système éducatif et du système de formation universitaire. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, 11% des scientifiques, et y compris les agronomes sud-américains, sont cubains, alors que Cuba ne constitue que 2% de la population sud-américaine dans leur ensemble. Donc c'est assez énorme et Cuba est vraiment dans le leadership, dans la formation universitaire. Vous savez qu'ils exportent beaucoup de médecins de par le monde, en particulier en Amérique latine, mais pas seulement. Ils exportent aujourd'hui beaucoup d'agronomes qui donnent un savoir-faire, peut-être même en Tunisie, qui donnent effectivement un savoir-faire sur les résultats en termes d'agriculture biologique. Et ce système éducatif, ce système universitaire ont été des effets collatéraux d'un certain recul par rapport à une politique économique. Pendant toutes ces années, on part d'un pays qui est quand même à la base semi-féodal, il faut le rappeler, ce n'est pas un pays industriel comme la France, et qui nécessite donc, pour construire toutes ces institutions, un certain enrichissement de façon générale, une certaine capacité de l'État à développer ces éléments qui sont souvent coûteux. Le système scolaire, le système de formation universitaire représente un coût pour l'État, et ce coût a été dépensé parce que le pays a été en mesure de le faire dans ce système-là. Donc c'est un recul pour une meilleure avancée plus tard. Et dernier aspect historique, qui peut aussi paraître marginal, mais qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que la révolution cubaine a effectivement, comme vous le savez, dans un système socialiste, l'État s'approprie la plupart des terres, hein, c'est-à-dire que l'État est propriétaire des terres cultivées dans leur grande majorité, mais n'a pas fait que ça. C'est un peu comme ce qui s'est passé en URSS, en réalité, dans le début de son histoire. On a collectivisé sous deux formes, et on retrouve ces deux formes à Cuba, même encore aujourd'hui. On parle de kolkhoz, et vous connaissez peut-être ces termes, les kolkhoz et les sovkhozs. Les sovkhozs sont les grandes fermes d'État qui font travailler des paysans qui sont un peu comme des fonctionnaires d'État, quelque part, et qui, en URSS, et même à Cuba, ont été les promoteurs de la monoculture, de canne à sucre, etc. Et par ailleurs, vous avez le système des kolkhoz qui fonctionnait un petit peu différemment, puisqu'il s'agissait de faire travailler des collectifs, des petits collectifs de travailleurs de la terre, sous la forme de l'usufruit gratuit. D'un point de vue juridique, ça veut dire que l'État continue d'être le propriétaire de la terre, mais il la donne gratuitement à des petits collectifs de travailleurs, gratuitement, sans loyer, donc on comprend bien l'avantage par rapport à d'autres formes d'agriculture, sans loyer, avec une aide technique, une aide scientifique, et avec, en retour, ce qu'on appelle un impôt en nature. C'est vraiment le principe du kolkhoz. Il faut rappeler d'ailleurs que même en URSS, les kolkhozs sont restés majoritaires en termes de surface cultivée jusque dans les années 90. Donc l'impôt en nature, ça veut dire, ça a été illustré d'ailleurs dans la petite vidéo tout à l'heure, le fait que l'État prend une partie, je crois que c'était 20% ici, de la récolte pour assurer l'approvisionnement alimentaire des populations locales dans le cadre de l'agroécologie urbaine et périurbaine. Par exemple à La Palme, vous avez des productions qui se font directement dans des points de vente à la sortie des lieux de production.
Donc il n'y a vraiment aucun transport, il n'y a pas de dépenses énergétiques superflues, et les populations, donc si c'est un comité de quartier par exemple qui produit dans tel jardin, c'est l'ensemble du quartier qui va en bénéficier. Donc vous avez toute une série de cas de figure comme ça dans l'agriculture urbaine et périurbaine. Ça peut être des collectifs de travailleurs, d'ouvriers d'une usine qui disposent d'un petit pain à côté, ça peut être une école, ça peut être un hôpital, mais les travailleurs, finalement, une partie de leur temps de travail va se mettre à la production de fruits et légumes ou de plantes médicinales. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'embargo s'exerce aussi sur l'interdiction d'importer des médicaments à Cuba, qui sont aussi très forts dans la phytothérapie pour des raisons qui sont quasiment obligatoires dans un contexte comme celui-là. Deux autres points qui vont être locaux, je vous rassure tout de suite, mais qui me paraissent très importants pour expliquer pourquoi maintenant l'agriculture cubaine a ses succès. Je vais quand même... voilà, j'ai trouvé ce graphique qui illustre un petit peu ce que je disais. Je regrette que dans le système cubain, même avant l'effondrement du bloc soviétique, vous voyez ici dans les années 90, vous avez ce qu'on a appelé la période spéciale des premières années de cet effondrement, avec une baisse brutale, radicale de la production agricole, et puis une remontée dans les années qui suivent, avec une tendance qui est à la réduction. Vous voyez ici, faire vite, que la canne à sucre était quasiment la monoculture quasi totale dans la production agricole de l'époque, à Cuba, surtout dans les années 70. Vous voyez que la diversification de la production agricole est quand même considérablement accrue après cette période, dans la période qu'on appelle agroécologique. Et vous voyez aussi, si vous regardez bien le graphique, que dans les dernières années avant l'effondrement du bloc soviétique, cette tendance à la diversification existait déjà en réalité. Vous aviez un tassement de la production de canne à sucre, du fait d'ailleurs de la réalité de l'agriculture intensive qui s'est jouée à Cuba, comme dans tous les autres pays, y compris en France. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une usure, il y a une érosion, il y a une infertilité des sols qui ont été cultivés, qui ont été dopés et cultivés intensivement, et qui finalement n'augmente plus en termes de productivité. On voit qu'à ce moment-là, le souci a quand même été de plus en plus de développer jusqu'à un certain point une certaine diversité alimentaire, et donc le souci d'une autosuffisance pour la population. Alors, deux éléments importants. Alors, je vais utiliser des termes marxistes, mais je vais m'expliquer tout de suite et sans faire peur. Mais je pense que c'est important de parler dans le langage des Cubains eux-mêmes, quand ils expliquent leur succès en agroécologie. On peut parler de superstructure dans le système et d'infrastructure. Et les deux éléments sont très importants et indissociables. Le premier point, c'est au niveau de la superstructure de cette production agricole, c'est-à-dire les conditions juridiques, étatiques, qui permettent justement d'avoir ces succès à l'échelle d'un pays entier, et non pas à l'échelle de petits îlots de fermes familiales dans un océan d'agro-business, comme c'est le cas par exemple en France. Il faut rappeler donc à ce stade, en termes de superstructure, que l'État socialiste, dans sa définition même, est non seulement propriétaire de la terre, mais dispose des manettes, des commandes, si vous voulez, qui permettent de changer assez rapidement de modèle agricole. C'est-à-dire que quand on a une crise comme celle qui a eu lieu dans les années 90, ça peut paraître très simple sur le papier de se dire on va arrêter les pesticides et les engrais chimiques parce qu'on n'en a plus, mais en réalité, vous savez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous avez étudié un peu l'agroécologie, l'agronomie du point de vue de l'agriculture bio, il y a une contre-vérité dans l'esprit de beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, qui est le fait que l'agriculture bio serait un pas en arrière et un retour au Moyen-Âge par rapport à l'agriculture intensive, qui est techniquement très évoluée, très scientifique, très chimique, alors qu'en réalité, si on analyse bien les choses, évidemment, on arrête les pesticides et les engrais chimiques, mais pour augmenter la production en arrêtant ces intrants, eh bien, en fait, ça constitue une difficulté, une complexité très importante du point de vue scientifique, puisque du point de vue biologique, on a une nécessité pour chaque paysan cultivant son sol, presque de devenir un ingénieur agronome de son propre sol, quelque part. Donc ça demande
du point de vue éducatif, d'avoir une paysannerie qui ait un certain niveau d'instruction, en même temps que d'avoir un certain nombre d'agronomes sur le terrain capables de les aider dans l'application en fait, de ces pratiques. Et puis aussi de combattre une certaine mentalité paysanne qui pourrait être, disons, hostile dans un premier temps à ce qu'on croit être une baisse de productivité simplement par l'agriculture biologique. Tous ces aspects-là sont très importants à rappeler parce que si l'agriculture, si l'agroécologie est un progrès, un pas en avant par rapport à l'agriculture intensive, ça ne se quantifie pas par un haut degré de technicité dans les machines, mais par contre ça se quantifie par un haut degré dans la compréhension scientifique de ce que c'est qu'un sol, des interactions entre les formes de vie dans le sol, de l'interaction entre les semences et comment dire, là où elles vont se développer, qui suscite obligatoirement un investissement assez coûteux au final. Voilà. Et pour passer à un dernier point, alors là c'était sur la question du comment, c'est-à-dire le fait que l'État est capable effectivement de décider sans aucune concurrence de l'agro-business, sans concurrence de propriétés privées qui ne voudraient pas faire, qui ne voudraient pas appliquer de telle méthode. Cette méthode a été appliquée à la quasi-totalité du territoire, ce qui est quelque chose d'inédit dans l'histoire des pays qui essaient justement de changer, d'avoir une transition du point de vue écologique. J'ai d'ailleurs un dernier, je vais vous en donner un dernier comme ça. Et je terminerai avec ça. Hop. Voilà. Comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir dire tout ce que je voulais dire, mais enfin ça c'est une constante dans les interventions de conférences. Vous voyez que la production finalement commercialisée au niveau de l'ensemble du territoire cubain, c'est un document que j'ai trouvé dans le livre qui est publié par la NAP, le syndicat des petits paysans cubains, et qui nous dit qu'après une période de chute radicale de la productivité après la fin du Union soviétique, on arrive maintenant à une production qui est quasiment le triple de ce qui était celle de 1989, et qui nous montre à quel point finalement ce modèle a réussi. Dernier élément, du point de vue de l'infrastructure, c'est-à-dire peut-être même le plus important finalement dans la réussite cubaine, je voudrais juste donner quelques minutes, essayer d'expliquer en quoi c'est vraiment fondamental, parce que finalement, dans les conditions qui permettent l'application d'une politique agroécologique, sur le papier, encore une fois, c'est très facile, mais sans la paysannerie elle-même, c'est totalement ne sont pas forcément aussi bonnes à un endroit qu'à un autre. C'est extrêmement compliqué finalement d'obtenir des résultats dans un contexte aussi compliqué que celui-là. Et donc, sans, disons, l'organisme qui s'appelle le Campesino a Campesino, qui a vraiment obtenu un franc succès à Cuba, c'est pas Cuba qui l'a créé, c'est arrivé à l'époque de la révolution au Nicaragua dans les années 70, mais enfin, on avait, je pense, 30 000 familles dans l'ensemble de l'Amérique latine à participer à ce mouvement jusque dans les années 80. À Cuba, on a 150 000 familles qui sont maintenant adhérentes à ce système et qui pratiquent l'agroécologie en commun, c'est-à-dire en se transmettant leur savoir, le savoir des agronomes et leur propre savoir de ferme à ferme, de voisin à voisin, de façon beaucoup plus efficace que si on voulait appliquer de façon coercitive les découvertes en laboratoire d'agronomie à des paysans qui sont toujours un peu suspicieux de ce qu'on va leur demander de faire, surtout quand on parle d'agriculture biologique. À ce titre, ce mouvement a bien fonctionné. Deuxième intérêt de ce mouvement, c'est de susciter aussi l'innovation dans ces pratiques, c'est-à-dire de demander aux paysans, jusqu'à un certain point et avec un certain degré de connaissance maintenant, après 20 ans d'expérience dans leur propre terrain, d'innover dans les pratiques, les petits secrets, les astuces qui permettent de lutter contre tel ravageur en faisant telle ou telle association végétale dans la production. Ces innovations-là ne sont pas que le fait du système universitaire de l'économie cubain, ils sont aussi le fait des paysans eux-mêmes, développent une certaine fierté et en même temps remettent les paysans à leur juste place, c'est-à-dire ceux qui nourrissent l'ensemble du peuple. Je termine, je conclue. Voilà, je voulais vous montrer à la fois
Voilà, je ne vais pas le commenter parce que je n'ai pas le temps, mais je voulais montrer à quel point finalement dans l'importance de la question de l'indépendance nationale, de la souveraineté alimentaire à la base du souci premier de Cuba sous embargo, qui est la lutte anti-impérialiste, il y a une sorte de renforcement mutuel, c'est-à-dire que le système cubain est à la fois le promoteur dans sa forme et aussi dans sa capacité de mobilisation des masses, de garantir une certaine protection de l'environnement, et que, d'une certaine façon, la protection de l'environnement lui-même va garantir, par la sécurité alimentaire et par toute une série de facteurs, l'indépendance nationale qui permet justement l'édification du modèle social humain. C'est pour ça qu'on parlait au début d'indice de développement humain. En réalité, le développement, quand on parle de comment dire, comment était l'expression déjà? IDH? Non, c'est pas ça. Oui, développement durable, c'est ça. L'idée de développement durable, qui a l'air d'être une idée à la mode, elle a été accomplie parce que justement, on a des succès dans l'agroécologie sans avoir aucun impact dans les conquêtes sociales qui ont été celles de la révolution cubaine, parce que les Cubains vivent mieux aujourd'hui qu'à une certaine époque, et c'était loin d'être gagné. Voilà. Je vais quelques lignes, mais parce que pour donner la parole à un homme de terrain, parce que moi j'en suis pas, hein, je ne vais pas vous mentir, mais j'avais envie, je trouvais très bien résumé le petit texte du président de l'ANAP, le syndicat des petits paysans cubains, et qui dit la chose suivante, je ne sais pas si j'ai le temps, 30 secondes. Ah, je dois parler plus fort? Oui, plus fort. Ok. Voilà, il dit, en parlant des succès de la politique agricole cubaine, notre progression a été rapide et surtout solide, et nous sommes convaincus que c'est grâce à notre révolution, qui nous a donné et nous a garanti la propriété de la terre, qui nous a donné un meilleur niveau de développement scolaire, technique et social, et qui nous a inculqué les valeurs du collectivisme, la coopération et la solidarité. Par-dessus tout, elle a rendu la dignité aux hommes et aux femmes des campagnes qui, en leur donnant accès à la propriété des terres, les a transformés en hommes et en femmes conscients de leurs responsabilités, à savoir alimenter le peuple et protéger l'environnement, pour que les générations futures de Cuba puissent vivre et se nourrir d'une terre propre et saine. Vous voyez, il a résumé ce que j'ai mis trop longtemps à dire, mais merci de votre attention.